Cet épisode vous est présenté par Facial Roots. Peu importe si vous êtes en train de couper du bois ou simplement en avant de la télévision, nos produits vont vous faire bien paraître, peu importe ce que vous êtes en train de faire. Nos produits pour hommes sont faits ici au Canada. Ils sont biodégradables, vegan et surtout jamais testés sur les animaux. Les produits Facial Roots seront disponibles très bientôt. Dans cet épisode, Damien et moi se posons une question très personnelle. Si tu pouvais parler à ton toi-même de 14 ans, que lui dirais-tu? Je crois que c'est un exercice que tout le monde devrait faire. C'est très puissant et cela semble libérer beaucoup de sentiments. Que ça soit en l'écrivant ou en l'enregistrant sur votre caméra, on vous invite à le faire. Sous le podcast, vous pouvez trouver la première vidéo qui est moi, Nico Lestache, qui parle à son soi-même de 14 ans. Comme toujours, vous pouvez me trouver au Nico Lagan sur les médias sociaux, alors suivez-moi sur Instagram, aimez ma page Facebook. Oubliez pas la page Facebook du podcast au podcast RJL et la page Instagram de la Pléiade au Pléiade RJL. Peace! Bonjour. Bon, mais ça a l'air que mon introduction ne marchera pas encore, calice. Mais bon, bienvenue à un autre épisode de la Pléiade. Pour mettre un petit peu de perspective sur de quoi on va parler dans cet épisode. Bonjour toi aussi. Ouais, Passons. Ok, je m'excuse. Je suis assis avec notre Damien National. Bonjour Damien. Je suis Damien. Ok, Mathieu Dumontel. Le sujet duquel on va parler, je pense qu'il est intéressant. Je pense qu'il est très philosophique. Hein? Je sais pas comment d'autres le faire. C'est Philosophique, il peut l'être, mais en tout cas, il est très personnel. Merci. Ouais. Très personnel. En gros, pour ceux qui ont déjà écouté les podcasts que je fais avec des invités qui ne sont pas Damien, qui sont sur le Relax Just Love, je finis tout le temps avec la même question. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais elle est écœurante, puis elle écrase tout le temps le monde. À chaque fois, je la pose parce que mon podcast n'est pas assez connu pour que le monde sache à quoi s'attendre. Je sais qu'un jour, ils vont l'être, là, mais présentement, j'ai encore l'effet de surprise, puis la question que j'adore poser, puis j'attends tout le temps que ça soit 50 minutes d'une heure pour être sûr de donner comme un gros 10 minutes, là. Si tu avais la chance de parler à ton toi-même de 14 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Puis, vu que je t'ai pas dit bonjour, ben c'est comme ça que je t'ai dit bonjour. Réponds à ma question. Est-ce que tu te rappelles ce que j'avais répondu? Explique. Oui, mais c'était un premier podcast, puis hey, c'était comme... J'avais... Voilà 30 épisodes. Là. C'est ça, c'était vraiment, vraiment tout début, c'était chez nous. Puis à chaque fois que tu parlais, tu tournais vers la droite puis la gauche, puis tu t'enlignais même pas ta voix dans le micro. C'était... Et j'aimais bien. Ouais, c'est ça. C'était vraiment de la merde à éditer après, ouais. Donc, tu m'avais répondu... non, tu m'avais posé la question vraiment... pas très très vite. Ouais, c'était un des premiers podcasts. Je pense que c'était mon 5e podcast, puis j'en ai de 50 de sortie. Qu'est-ce que tu dirais à Damien de 14 ans? N'aie pas peur. Don't be afraid. Et on avait fermé ça là. Ouais, mais aujourd'hui, ta connaissance, ça va découler pas mal plus que ça. Ben écoute, comment j'étais à 14 ans? J'étais toujours moi. T'avais encore les petits cheveux blonds, les yeux bleus. Puis... Oh, à 14 ans, j'avais des broches. Sexuel. J'avais des broches. Non, j'étais très pas punk, mais très grunge. Pour vrai? J'étais très grunge. J'étais dans une école secondaire qui n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui à Angers, l'institution catholique Jeanne d'Arc. Donc tes cheveux, ils étaient-tu splittés dans le milieu parce que tu te faisais... Non, mais j'avais l'arrêt au milieu. Ouais.
et c'était quand même une institution scolaire relativement stricte, on s'entend. Et mon style vestimentaire ne passait pas vraiment. Tu sais, je commençais à avoir des baggy, des chaussures Vans. Nice! Des un petit peu skater. T-shirts courts sur t-shirts longs. Tu parlais beaucoup de la mort. Non. Aucunement. Mais ça, c'était donc 14 ans, c'était 1998. Qu'est-ce qui s'est passé en 98? 12 juillet 98, la France championne du monde de soccer. C'est sûr que vous parlez de FIFA, là. 98, meilleur album Noir Désir, CC7 Club. Ça, c'était... Écoute. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le nom d'un album, là, c'est 667 Club. Aucune idée pourquoi ça s'appelle comme ça. Aucun rapport avec l'album. Aucun rapport. Mais c'était l'album que je jouais non-stop, repeat, shuffle, continue programme. C'est toutes les options de la chaîne Hi-Fi, là, elles étaient lockées. Puis qui était Damien en 1998? Déjà un jeune adolescent, là. 14 ans, t'es pas un homme, là. T'es même très loin d'être un homme. Mais j'étais quand même un garçon très introverti. Je vais pas dire timide, parce que je savais me déniaiser quand fallait. Mais j'étais fondamentalement introverti. Même encore aujourd'hui, j'ai une des caractéristiques de ma personnalité, c'est l'introversion. T'es bon dans le petit groupe. Effectivement. Le 1 à 1, le 1 à 3, tu sais. Dans un groupe où je suis capable de bien analyser les rapports. Mm-hmm. Ouais. Mais moi, dans une foule, je suis épuisé. Mm. Si je vais devoir ensuite être dans une foule pour parler à des clients ou peu importe, je vais sortir mon A-game. Je vais savoir être un extroverti. Parce que j'ai appris à devoir l'être, parce que c'était la norme. Mm-hmm. Parce que c'est toujours la norme. On vit dans un monde où l'extraverti est roi. C'est une bonne qualité à avoir. Effectivement, c'est beaucoup plus facile pour un introverti d'apprendre à être un extraverti qu'un extraverti, tu lui dis, maintenant tu fermes ta gueule, t'écoutes et t'analyses les gens. Et cette personne, elle va mourir à l'intérieur, mais ça va être un volcan, là, puis tout d'un coup, mais ça va exploser. Alors qu'un introverti, effectivement, ça va être beaucoup d'efforts à lancer une machine qu'il aura mis vraiment du temps à analyser, à huiler, mais au bout d'1 heure, là, ça va être fini. Comme, tu sais, des gros congrès de job qu'on a des fois, là, je suis épuisé. Pourtant, je suis avec des gens que je connais, on rencontre beaucoup de clients, ainsi de suite, je serre des mains, plus trop en ce moment. Là. Serre les mains, embrasse des bébés. C'est ça. Votez Damien. Exact. Pour un avenir sans COVID. Votez Damien. Oh, tabarnak. Et donc, au bout d'une soirée, là, je suis lessivé, complètement lessivé. Donc, c'est ça. Damien, en 1998, c'est quelqu'un de très introverti, qui parle très peu. Qui parle très peu de ce qu'il pense. Qui appréhende le jugement des autres, parce qu'il voit qu'il ne fit pas forcément dans le monde dans lequel il évolue. Je suis parti de France à peu près 10 ans plus tard, mais ça mûrissait déjà dans mon esprit. C'est un projet qui avait commencé à grandir dans mon esprit quelques années auparavant. De partir de la France? De partir. Il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas dans l'environnement dans lequel je vivais. C'est pourtant, je considère ça le plus beau pays du monde. C'est un pays qui a ses qualités, ses défauts. J'avais besoin d'autre chose. Et je ne savais pas comment l'extérioriser. Donc j'ai gardé tout pour moi. Je lisais énormément de livres quelconques, surtout des romans, beaucoup de bandes dessinées.
des bandes dessinées, pas forcément très, très mainstream. Là, On parle pas de Tintin, là. Des fois. Ouais. Parce que il ressemble, je pense à ça. Hein? Puis Shiba, c'est Milou. Ouais, c'est ça, exact. Un gros Milou. Ouais, c'était un gros Milou, ouais. Un gros Milou de 100 livres. Ouais, exact. 50 kilos pour nos cousins d'outre-Atlantique. Mais c'est ça, donc effectivement, de temps en temps, quelques Tintins, mais ça, je pense qu'on s'en fout pour le podcast. Mais, tu vois, le genre d'information inutile à avoir en mémoire, je sais que Tintin habite au 21 rue du Labrador. C'est tellement n'importe quoi. On n'en a rien à faire. Ouais. Mais culture générale, si un jour on joue au Trivial Pursuit, je suis dans la marde. Et que ça arrive sur le camembert orange, là, culture, waouh! Non, orange, c'est sport. Culture, c'est rose, je pense. Je suis dans la marde. Écoute. Donc, le genre de musique que j'écoutais, c'était mon band favori, mon band phare, là, c'était Noir Désir. Un groupe qui est pas très très connu ici. J'ai déjà entendu ce nom-là, par exemple. C'est un groupe de pop rock française qui ont commencé dans une vague de pop alternative des années 80, un peu en même temps qu'Indochine, mais ils étaient beaucoup moins mainstream qu'Indochine. Mais j'ai déjà entendu ça, Noir Désir. Noir Désir, un groupe tristement célèbre parce que son chanteur a accidentellement tué sa compagne en 2003-2004, je pense. Je dis accidentel parce qu'effectivement c'est un accident, mais il était coupable. Il a fait son temps de prison, il est sorti. Après ça, moi j'ai complètement lâché parce que je suis passé à autre chose. Mais pour situer un petit peu Noir Désir, c'est j'étais passionné par les paroles, mais ça ne voulait absolument rien dire. Et je me forçais à trouver des sens cachés dans toutes ces paroles-là. J'étais quelqu'un j'avais de la poésie qui poussait dans les cheveux. Ça m'est même arrivé d'écrire un petit peu, toujours très influencé par donc les paroles du chanteur de Noir Désir qui s'appelle Bertrand Cantat. Donc c'est ça, le Damien de 98, c'est un petit garçon qui passe beaucoup de temps dans sa chambre à lire, à écouter de la musique et qui ne sait pas trop comment vivre dans le monde dans lequel il évolue. Et pourquoi je lui dirais « n'aie pas peur » parce que justement il y avait une très grande volonté de sortir de ce carcan-là. Et je me mettais moi-même des barrières parce que j'avais peur du jugement des autres. J'avais peur d'être vraiment moi-même. J'avais peur d'aller vers certaines personnes qui m'attiraient. J'avais peur de dire non. J'avais peur de dire oui. Et bon, plus tard, cette peur s'est dissipée. Il n'y a pas eu forcément de moments marquants où je peux dire c'est à ce moment-là que j'ai compris telle et telle chose. C'est vraiment une dissolution de cette peur à travers le temps, qui est toujours là à certains moments sur certains aspects de ma vie. Mais c'était vraiment flagrant chez le Damien à 14 ans. Fait que n'aie pas peur. Y a-tu d'autres choses? Tu penses que n'aie pas peur expliquerait assez pour que le petit Damien de 14 ans comprenne? Non. Puis le connaissant, il aurait pas écouté. Ah, mais ça, c'est correct. Je pense que la question est... J'aime poser la question parce que je pense que ça remet en perspective. Puis, j'allais dire, je sais pas pourquoi je pose la question, puis c'est pas vrai, je sais exactement pourquoi je pose la question, mais je pense que ça remet en perspective la vie que tu as vécue depuis ce temps-là. Puis je pense aussi que ça te fait réaliser comment t'as pu évoluer au travers de ces années-là. Puis on pense souvent qu'il y a des raccourcis, que si on était capable de se parler, ça changerait vraiment quelque chose. Puis je ne sais pas que ça... Tu l'as super bien dit en ce moment, il n'aurait pas écouté. Puis je pense que tu as 100% raison. Pourquoi qu'il t'aurait écouté? Par contre, quelque chose qui m'a toujours intrigué chez ce Damien de 14 ans-là, qui a par la suite un petit peu oublié ça,
et qui le redécouvrent maintenant aujourd'hui. Très vite, je me suis retrouvé tout seul à vivre chez mes parents. Avec mes parents. J'ai jamais vraiment vécu avec mon frère, mon demi-frère qui est devenu mon frère suite à l'adoption. Ma grande sœur est partie vivre à Marseille justement lorsque j'avais 14 ans. Donc après ça, j'ai été vraiment tout seul en campagne angevine avec mes parents. En campagne angevine? Angevine, dans la région d'Angers. OK. Très particulièrement, même entre Angers et Saumur, au bord de la Loire. Magnifique, c'est magnifique. Puis, on s'entend qu'il n'y a pas grand-chose à faire. T'as-tu des chèvres? Mais, il n'y a pas de mais. C'est ça. Et, fouille-moi pourquoi, quelque chose que j'avais compris, c'est que la trajectoire de notre vie est très souvent déterminée par des limitations qu'on pense être en nous. On se donne ces limitations-là. Exactement. Mm-hmm. Et c'est quelque chose que j'ai redécouvert, que j'ai oublié par la suite. Ouais. Parce que quand tu grandis, t'es adolescent, tu veux te bâtir un ego, puis tu veux. Qui suis-je? C'est ça. T'es dans la période où tu testes beaucoup de choses et où tu veux paraître d'une certaine manière. Tu construis un ego qui est pas forcément toi. Puis ce concept-là, je l'ai oublié par la suite, et c'est il y a quelques années que je l'ai redécouvert. C'est Tony Robbins Mm-hmm. qui expliquait ça. On parle du life coach. Exact, Okay. exact. Et même si je suis pas forcément un fan de tout ce qu'il fait, puis de toute cette mouvance-là, il y a vraiment une intervention qu'il avait fait, je pense que c'était à la radio ou à la TV, où il a juste freestylé pendant 15-20 minutes, et ça va directement au cœur ce qu'il dit, et il explique exactement ça, ce que j'avais compris à 13-14 ans, que bien souvent, certaines limitations qu'on accepte être comme des fatalités déterminent qui tu es. Et pour en revenir à ce que je disais, je vivais tout seul avec mes parents. L'un des grands exemples de la vie que j'avais, c'était de regarder mes parents. C'était d'analyser ce qu'ils faisaient. En tant qu'introverti, je faisais ça très bien. Aussi bien à souper le soir, aussi bien en écoutant un film, aussi bien en les écoutant parler, peu importe. De temps en temps, quand je parlais avec eux aussi. Et je m'imaginais quelles étaient les limitations qu'ils acceptaient de leur vie. Et à quel moment est-ce qu'ils ont accepté ces limitations comme faisant partie intégrante d'eux-mêmes? Ouais, étant une réalité. Exactement. Wow, tu pensais à ça à 14 ans? Ah, je te dis, j'étais tout le temps dans ma tête. Ouais. Tout le temps en train de penser, tout le temps en train de décortiquer les idéaux. J'étais déjà très philosophique à cette époque-là. C'est parti un petit peu le côté philosophique quand je me suis rendu compte qu'il y avait... Des femmes. Exactement. Calice. Non, disons que ma dialectique philosophique a trouvé un autre sens et surtout un autre but. Je me suis rendu compte que la poésie, ça servait beaucoup avec la gente féminine. Pas toute. Une certaine portion. Effectivement. Une certaine portion. Fait que aie pas peur. Mm-hmm. Puis, le pire, là, c'est que je disais que j'étais introverti, je suis toujours introverti, mais que ça m'empêchait pas de sortir de mes gonds de temps en temps. Et effectivement, à chaque fois que j'ai grandi en tant qu'individu, en tant que personne, c'est lorsque je suis sorti de ces gonds-là, de ma zone de confort, et que j'ai surpassé une certaine peur. En tant qu'introverti, là, quand tu te fais niaiser par tes chums à l'école, parce qu'ils savent que la petite Aurélie, là, tu la trouves cute, puis qu'ils se foutent de ta gueule, puis que tu veux pas les frapper en pleine face, parce que sinon, tu te fais sortir de l'école. Mais la meilleure manière de les remettre à leur place, c'est de dire
voyeul, tu te retournes, tu vas voir Aurélie et tu l'embrasses. Boum! Ça, pour un introverti, mais c'est... T'as ton cœur qui bat, mais à 1000 à l'heure. Ouais. But I did it. Puis elle s'appelait pas Aurélie. Pour des raisons de confidentialité, Ouais. les noms réels seront bipés. Seront, ouais, they'll be omitted. Aie pas peur. Toi, ton 14 ans, là, Ouais. ton 14 ans à moustache molle, C'est qui est bonne. Hey, écoute, hey, j'ai posé la question, là, pour vrai, là. Je regardais ça un matin, je pense que j'ai publié le 34e podcast, c'est-à-dire que je l'ai posé au moins 34 fois. Puis je l'ai posé plus que ça parce qu'il y en a plein qui sont pas sortis encore. Puis j'ai jamais répondu à la question. Puis fuck man. Le pire, c'est que la question m'est apparue dans l'esprit pendant le premier podcast que j'ai fait. J'y ai pas pensé. C'est pas quelque chose de lequel j'ai considéré. Puis sans faille, je l'ai posé à chaque fois. Peut-être que ça vaut la peine d'expliquer pourquoi que je pose la question avant que je réponde, mais non pas mais et. La raison que je pose la question, c'est que si je regarde mon passé, puis ça, on en a déjà parlé, pas nécessairement de cette époque-là, mais du fait que je me suis réinventé, puis je suis en train de me réinventer. Je suis en plein milieu en ce moment de me réinventer encore. 14 ans et quand j'ai vraiment commencé à faire des niaiseries pour vrai, là, que vraiment j'ai lâché l'école, j'étais je pense secondaire 3, je lâche l'école, je décide que la meilleure chose que je peux faire c'est de plus être à l'école parce que ça m'intéresse pas parce que j'étais pas bon à l'école, juste parce que j'avais aucun intérêt. J'ai décidé que pas travailler, pas aller à l'école, vendre de la drogue, puis en consommer était plus important que d'apprendre. Mais je pense que ça remet un petit peu, je vais te dire, holy fuck man, j'ai jamais pensé à ça, j'ai jamais vraiment mis ça en mots, mais je pense que ça l'explique pourquoi tu sais, mes parents se sont séparés quand j'étais bien jeune, puis dans ce temps-là, j'avais pas vraiment de mentor, j'avais pas de figure paternelle qui pouvait me montrer le droit chemin, je peux dire ça comme ça. Malheureusement, dans n'importe quelle situation qu'un jeune homme n'a pas vraiment de direction, ils vont en trouver une à quelque part. Puis à 14 ans, qu'est-ce que je sais? J'ai aucune idée qu'est-ce qui est une bonne influence, qu'est-ce qui est pas une bonne influence, là. Fait que malheureusement, tes idoles ou tes mentors deviennent les personnes les plus disponibles de toi, peu importe d'où ils viennent. Puis c'est un petit peu pour ça que je pose la question, parce que j'ai l'impression que si j'avais eu, puis je suis pas quelqu'un qui vit dans le regret, là, je suis pas quelqu'un qui regrette dans quoi j'ai passé. Au contraire, je suis très content d'avoir passé au travers de ça, mais il me semble que si j'avais eu quelqu'un, que ce soit moi du futur qui est moi aujourd'hui, ou d'avoir eu quelqu'un qui m'aurait parlé pour me dire, écoute Nick, tu vas en faire en hostie des niaiseries. C'est correct, man, écoute, tu vas faire des niaiseries, mais tu vas rencontrer plein de monde écœurant, qu'il soit bon, qu'il soit pas bon pour toi. J'ai tout le temps tiré les gens. Pour une raison ou pour une autre, les gens ont toujours été quelqu'un de charismatique pour une raison ou pour une autre. Puis j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai eu la chance de vivre. Je suis un gars d'expérience, j'aime ça. Même à cet âge-là, j'ai tout le temps réalisé que l'argent apporte juste une chose, puis l'argent, ce qu'elle t'apporte, c'est des expériences. J'ai compris ça à cet âge-là, de savoir que le plus de choses que j'étais capable de vendre, le plus d'argent que ça me donnait, puis le plus d'argent que j'avais, le plus d'expérience que je pouvais avoir, peu importe
que ça soit de dépenser ça sur des niaiseries ou des choses qui m'apportaient quelque chose mentalement, ça n'avait pas d'importance. C'était littéralement juste, je vis quelque chose de différent. Qu'est-ce que je dirais à cet enfant-là? J'ai calissé une claque en arrière de la tête. Je pense que c'est la première affaire. Malheureusement, j'apprends de cette façon-là. Je suis quelqu'un de très physique. Faut que tu me remettes à ma place des fois pour que je m'assoie puis je sois ouf, OK. Il y a peut-être quelque chose à apprendre ici, mais je pense que je me sacrais une claque en arrière de la tête puis je dirais, le cave, là, écoute, à quelque part, là, crois pas ce que le monde te dise. Je me suis fait dire tellement souvent que j'étais... Je vais te dire, à ce jour, là, ça m'affecte encore du fait que je suis pas quelqu'un qui a une éducation. Je suis pas quelqu'un qui est à l'université. Je suis pas quelqu'un qui a des études poussées. Puis pourtant, à ce jour, je peux pas mal débattre avec n'importe qui a des éducations très poussées parce que malheureusement, je ne fonctionne pas dans un environnement d'école. Ça, malheureusement, on m'a jamais dit que c'était correct. Mm-hmm. Je pense que c'est ça que j'aurais aimé ça. Je pense que c'est ça que j'aimerais ça me dire. De dire, de te sentir inadéquat parce que pense pas que tu manques d'intelligence parce que tu ne fonctionnes pas dans un système d'éducation. Je pense que c'est ça que je me dirais de vraiment, tu sais quoi. Puis est-ce que tu te serais conseillé de retourner à l'école? Peut-être pas un cursus académique normal, mais peut-être quelque chose de plus de professionnel, manuel? C'est une bonne question, je le sais pas, j'y ai jamais vraiment pensé, mais... Je te pose la question parce que moi, c'est quelque chose que j'aurais essayé d'implanter dans l'esprit de mon moi à 14 ans. Je pense que... Pas que j'ai quitté l'école, ouais. Mais en France, il y a comme un culte de l'académisme élitiste où tu te dois d'avoir le plus d'études intellectuelles extrêmement poussées et n'importe quel travail manuel, c'est vraiment délaissé au QI inférieur à 80. Ouais, qui est malheureusement c'est tellement une fausse réalité. C'est atroce. Puis, on en a déjà parlé. Moi, j'ai vécu en Allemagne. L'une des premières maisons qu'on avait en Allemagne, en Forêt-Noire, dans un petit village qui s'appelle Zemmersfeld. Les 3 voisins autour de chez nous, il y avait une BMW, une Mercedes et une Audi. Charpentier, menuisier et plombier, genre. Tu sais, je pense que je m'aurais simplement dit de suck it up. Mm-hmm. Buttercup. Ouais, exact. Je comprends. Tu sais, je le regarde aujourd'hui, puis c'est la raison pourquoi que je fais des podcasts avec toi qui sont la Pléiade est exactement ça. À chaque fois. C'est la raison pourquoi je pose tout le temps la question, parce que ma vie, elle a vraiment déraillé à cet âge-là. Puis je le sais que si j'avais eu quelqu'un qui aurait été, puis je dis rien contre ma mère, malheureusement, elle était mère monoparentale avec 2 enfants, puis ma sœur, elle a pas passé au travers de ce que j'ai passé du tout. Mère monoparentale parce que tes parents sont séparés? Exact. Puis c'est avant qu'elle rencontre mon beau-père qui a complètement changé nos vies, mais pendant ces années-là, ça l'a vraiment... Même si j'ai rencontré mon beau-père pendant que j'étais peut-être 15-16 ans, j'étais pas prêt, je le voyais pas comme quelqu'un de qui je devrais écouter, de quoi il fucking parle ce gars-là. Je te connais pas, t'es pas mon père, tu peux manger de la merde. Mais il me semble que d'avoir eu quelqu'un, puis ça aurait pu être n'importe qui, là, ça aurait pu être un ami de ma mère, ça aurait pu être un mononcle, un parrain, peu importe. Un jeune homme à cet âge-là a besoin d'avoir... Matthew McConaughey, autant que j'adore ce gars-là en fait d'acteur, je le connais pas en fait personnel, mais il a dit certaines choses, il a dit certaines choses que j'ai adoré, puis il a fait un speech d'acceptation pour un Oscar là, une couple d'années, puis All right. ouais. Il a dit qu'il s'est fait poser la question en étant jeune qui devrait poursuivre.
Puis sa réponse est extraordinaire. Il dit, pas myself, hein? Moi, dans 10 ans. Non, c'est ça. Ouais. Puis la même personne, il repose la question quand il est rendu à 30 ans, puis c'est comme, ah, t'es-tu arrivé à ce que tu voulais? Ah, même pas proche. Fait que c'est qui tu poursuis? Moi, dans 10 ans. Puis il explique comment il va jamais atteindre ça, mais c'est tout le temps quelqu'un, il va tout le temps essayer de devenir cette personne-là, sachant qu'il est inadéquat aujourd'hui, puis qu'il va devenir meilleur. J'aurais aimé ça que quelqu'un me le montre, ça. J'aurais aimé ça que... Tu sais, j'ai des mentors aujourd'hui dans ma vie, puis je suis tellement content de les avoir parce que, justement, ils me montrent ce que je pourrais devenir. Ils me donnent vraiment une image à poursuivre. Puis ça, malheureusement, je pense qu'à 14 ans, tu as les hormones dans le tapis, tu es littéralement en train... Comme tu as dit tantôt, tu commences à découvrir les femmes, tu commences à découvrir tes hormones, tu commences à découvrir ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Tu commences à te former. Ton image de toi-même commence à se former à cet âge-là, puis c'est là que ça serait tellement important d'avoir quelqu'un qui est pas nécessairement ton père, pas nécessairement ta mère, mais quelqu'un de... un autre homme, quelqu'un qui peut être là pour répondre à tes questions sans te juger, puis que tu n'auras pas de conséquences à ce que tu vas lui dire. Ça, je pense que c'est ce que je me dirais de... Demande à ta mère qu'elle te trouve quelqu'un pour te conseiller qui n'est pas elle. Autant que j'ai... L'importance flagrante d'avoir une influence masculine, pas forcément paternelle, mais masculine pour un jeune homme à cet âge-là. C'est la raison 100% pourquoi je fais les podcasts sur lesquels on fait, toi et moi. La raison pourquoi je suis en train de me bâtir une vie où ça va me permettre d'enseigner à des jeunes hommes de 12, 13, 14 ans qui vivent des vies fuckées, où je vais pouvoir leur apprendre les arts martiaux, comment établir une certaine confiance dans leur vie, puis leur donner quelqu'un qui va être là pour eux, sans les juger, pour les conseiller. C'est fucké comment est-ce que ça... J'en parle là, puis ça définit ma vie. Mes aspirations ne sont pas monétaires. Mes aspirations sont de vraiment faire assez d'argent pour que je sois libre, pour être capable de passer mon temps sur des mois de 14 ans, pour que ces jeunes hommes-là n'ont jamais à passer au travers de ce que j'ai passé, à être perdu pendant 6 ans. J'ai littéralement été perdu pendant 6 ans, que j'ai fait beaucoup de niaiseries, puis je suis très reconnaissant de ne pas avoir fait de prison. Je suis très reconnaissant de ne m'être jamais fait prendre à ce que je faisais. Parce qu'aujourd'hui, je pourrais pas faire ce que je fais. Avec un dossier criminel, tu peux pas faire grand-chose de nos jours. Mais il n'y a jamais eu personne... Je veux pas quelqu'un qui est pas obligé de passer au travers de ça, passe au travers de ça pensant qu'il est seul. Tu vois, contrairement à toi, même si effectivement mes parents se sont séparés lorsque j'avais 6 ans, mon père s'est quand même très vite remarié et ma sœur et moi, on est retournés vivre avec mon père lorsque j'avais 12 ans. Donc à cette période-là, j'ai quand même pu être encadré par une figure paternelle. Et même si je n'avais pas forcément peur de mon père, parce que mon père, c'est pas quelqu'un qui fait peur, il y avait quand même traditionnellement un énorme respect pour les parents. Malheureusement, quelque chose qui se perd de plus en plus aussi. C'est... Puis comme en tant qu'adolescent, des conneries t'en fais. Je pense que ça fait partie d'être adolescent. Effectivement, parce que tu fais des tests. Exact. Tu te testes toi-même, oui, absolument. Il y a toujours des niveaux de conneries, mais les quelques conneries que j'ai faites, je savais ce qui se passait dans la tête de mon père. Il avait juste à me regarder, puis je disais, ok, ouais, je sais. Peut-être pas une bonne idée. J'arrête. C'est bon. Ouais, puis je l'ai pas eu à cet âge-là, ça, justement. Je pense que c'est... Ça l'explique exactement pourquoi j'ai la pensée que j'ai aujourd'hui. C'est vraiment le
14 à 20 ans a vraiment... À 20 ans, je me suis réinventé. J'ai tout lâché ce que je faisais. J'ai tout lâché les amis que j'avais. Aujourd'hui, je ne parle à aucune de ces personnes-là. Puis c'est pas un... Cette partie de ma vie-là est derrière moi, puis j'en veux pas à ce que j'ai fait, c'est correct. Mais je ne suis pas la personne que j'étais dans ces années-là, puis je ne veux pas avoir... Non, excuse-moi, il va falloir que je pense à comment répondre à ça. Tu sais, il y a des fois, quand tu te réinventes, malheureusement, il faut que tu laisses beaucoup de personnes dans ton entourage de côté, puis te concentrer sur ce que toi, tu veux devenir. Ben écoute, il y a quand même une dimension très christique. Christique? J'ai jamais entendu ça. Relié au Christ, relatif au Christ. Ah. Dans la notion de se réinventer, même quasiment d'évoluer. À chaque fois que tu évolues, que tu changes, que tu te réinventes, tu dois laisser mourir une partie de toi pour renaître d'une certaine manière. Ouais. Et l'adolescence, là, c'est ça constamment. Es-tu fatigante, Loulou, en arrière? Je suis désolé, tout ce qu'on entend. Surtout le matin quand je dormais encore. Hein? Ma plus vieille des deux bergers allemands, elle aime ça voir le Rottweiler à Damien se battre avec Luana, qui est ma plus jeune berger allemand. Puis elle participe même pas, elle est juste à l'extérieur, puis elle jappe. Ah, c'est fatigant. Soit c'est ça, ou alors elle est juste couchée, puis elle les regarde comme... Je sais pas ce que vous faites, là, c'est une moron. Elle a 2 ans et demi, puis elle a 20 ans. Là. Elle est littéralement une vieille peau. Là. Ouais. Est-ce que tu t'étais déjà orienté vers les arts martiaux à cet âge-là? Écoute, tu sais, j'ai grandi dans les années 90 quand même, fin 80, fait que Jean-Claude Van Damme, c'était comme un héros, là. J'ai fait un peu de karaté en étant jeune, mais c'est pas... Tu sais, je me rappelle à 14-15 ans de me faire... Je me suis fait écœurer pas mal quand j'étais plus jeune. Ça m'a... Je dirais pas que ça m'a affecté. Il y a beaucoup de gens qui laissent ça les détruire un petit peu mentalement. Ça m'a jamais vraiment détruit mentalement. J'ai tout le temps compris que c'était quelque chose dans lequel je pouvais me sortir, mais... Non, j'ai découvert les arts martiaux dans le début de vingtaine. Ça, c'est quelque chose, par exemple, que ça revient un petit peu à mon but de vie d'être capable d'enseigner ces enfants, d'enseigner des gens qui étaient plus jeunes que 14 ans ou 14 ans ou plus vieux, peu importe, mais ça l'a vraiment redéfini ce que j'étais. D'avoir la confiance de savoir que tu peux prendre soin de toi physiquement, complètement changé ma vie. Puis quelle activité physique est-ce que tu faisais? Basketball. J'ai joué compétition. J'ai compétitionné au basket depuis que je peux me rappeler. Là. J'ai tout le temps. Et je pense que je dunkais un 10 pieds, j'avais 14 ans. Là. Fait que c'est... Ah non, ça, j'ai joué au basketball depuis que je suis capable de me rappeler. Parce que l'affaire qui est cool du basket, c'est qu'en Amérique du Nord, il y en a partout des terrains. Tout ce que tu as besoin, c'est un ballon. Fait que tu as besoin d'un ballon de 20$, une paire de souliers, puis t'es good to go. C'est pas un... C'est comme le soccer. Pourquoi tu penses que le soccer est aussi populaire? Ça coûte rien, puis il y a juste 10 règles. Exactement. Puis le basket, très similaire. Quand tu fais du street ball, là, tu joues n'importe où, n'importe quand, tu as un terrain de basket, tu peux jouer tout seul. Contrairement au water polo. Tabarnak, hein. Ton investissement n'est pas tout à fait la même. Surtout, faut pas noyer les chevaux. Et ouais. Pas tout à fait ça fait pas de sens, hein, ce mot-là, quand tu y penses, du water polo, puis il n'y a pas vraiment d'eau. Non, il n'y a pas de chevaux. Non, moi je parle du polo tout seul. Ouais, là, il y a des chevaux. Mais moi, à 14 ans, j'avais déjà commencé, puis le sport que je faisais, c'est complètement à l'inverse de toi, hein, du tennis de table. Ah, mais ça, j'ai passé ma jeunesse à jouer à ça aussi. Ouais. Mais j'en faisais en compétition. Ah ouais? J'étais pas forcément bon, mais j'adorais ça. Et c'était un de mes très, très grands défouloirs. Et justement, Fait que t'aimais ça frapper des boules? Des balles, on dit.
les boules, j'aimais faire autre chose avec. Parce que juste à côté de la salle de tennis de table, il y avait la salle de gymnastique. Oh boy! Et tristement, j'ai fait quand même quelques rencontres douteuses lors de mes années de ping-pong. Par la suite, j'étais un des privilégiés à avoir une petite mobilette. Parce que scooter? Mobilette. Une motocyclette, là, pas un scooter. OK, une moto, là. Non. C'est pas OK, attends. Pas une moto. C'est quoi la différence, là? Je vais te montrer ça. Mais t'as une mobilette, c'est plus gros ou plus petit qu'un scooter? Plus petit. C'est plus petit qu'un scooter? Attends un peu. Oh boy. C'est une affaire français qu'on n'a pas au Québec. Ici, on a des vraies motos, là. 103. Eh boy, il sort son cellulaire pour montrer une photo d'une mobilette. Je m'excuse pour les gens français qui savent ce que c'est une mobilette, mais au Québec, là, c'est ça, tabarnak? Oh boy! Fait que c'est littéralement, c'est un bicycle qui a pas de pédale. Pas de pédale, puis c'est un petit moteur de 50 cm3. Ouais. C'était très douche, là. C'était très, très, très douchebag. Je m'en foutais. La mienne, je l'avais pris toute noire. Ouais. Exactement comme mon char maintenant. Mais... Puis il est encore aussi douchebag, drive une BM, un style douche. C'est tellement nice à conduire. Ouais. Anyway, donc j'avais finalement réussi à avoir donc une mobilette pour pouvoir me rendre par moi-même à la salle de sport de ping-pong. Sauf que à un moment donné, on faisait plus beaucoup de ping-pong. On fumait beaucoup de joints. Ouais. Et certaines de mes connaissances, bon, bien sûr, je leur parle plus, mais je les ai revus pas mal d'années après, peut-être plus de 10 ans après, au décès d'un des amis qu'on avait qui est décédé d'un accident de moto. Et ces gens-là n'avaient pas changé. Ils étaient restés exactement comme je les avais laissés il y a 10 ans. Et de toute cette petite gang-là, il y a quand même encore un couple d'amis à qui je parle encore. Ils se sont rencontrés quand ils avaient 16 ans et ils sont toujours ensemble. Ça fait 20 ans. Écoute, c'est une autre affaire, hein. Je parlais de réinvention tantôt, je trouve ça très, très, très intéressant, même à ce jour, qu'il y a certaines personnes qui vont décider de tout changer dans leur vie, puis je pense qu'évoluer, c'est un bon mot. À un certain moment donné, tu t'assois comme je peux le faire en ce moment, puis je le fais assez régulièrement. Surtout Facebook est très bon pour ça, de te montrer des gens que tu connais depuis longtemps, mais que c'est plus vraiment des amis, puis tu es capable de voir ce qu'ils font. Wow! Ça me rappelle comment... Ça me remet tout le temps d'en face comment c'est important d'avoir quelqu'un qui va de plus vieux, de plus sage, de plus intelligent, de te montrer un chemin qui est différent de ce que tu vis présentement, puis l'impact que ça peut avoir dans ta vie. J'ai un petit cousin. Puis quand je dis petit cousin, c'est vraiment pas de taille. Là. Ouais, on a déjà parlé de lui. Hein. C'est juste parce que ses parents sont mes cousins. Yeah. Donc généalogiquement, c'est mon petit cousin. Et il a quoi? Il a peut-être 23 ans maintenant. Et depuis quelques années, on s'était comme naturellement rapprochés. Mais tout naturellement, je ne vais pas dire que je l'ai pris sous mon aile, mais je lui donnais beaucoup de conseils. Puis on parlait très longuement de plein de choses qu'il vivait, ainsi de suite. Et c'est cool, hein, par exemple, avoir ce rôle-là. Ouais. Je le trouve très intéressant, ce rôle-là. Et c'est même pas un rôle que je me suis donné. C'était venu tout à fait naturel. Et à un moment donné, il me pose la question, pourquoi tu me donnes tous ces conseils? Je veux pas dire comme, qu'est-ce que tu fais là? Mais c'était le genre, il avait jamais eu de conversation comme j'avais avec lui. Donc pour lui, il était étonné, mais pourquoi tu me dis tout ça sur l'argent, sur les femmes, sur la psychologie, sur le monde en général?
Et c'est exactement ce que tu disais. Mhm. Moi, j'aurais voulu avoir Oh, man. un grand frère qui m'aurait dit tout ça. Un grand frère qui avait 15, 20 ans de plus, qui me dise ça. Ce que tu es en train de faire, la crise que tu es en train de parcourir, de traverser, c'est normal, just keep walking. C'est assez intéressant de penser au fait comment la question que je pose dans tous ces podcasts-là me définit en fait d'individu, puis c'est pour ça que je la pose. Autre chose aussi dans la relation que j'ai avec ce petit cousin-là, c'est que je vois plein de choses qu'il fait qui sont pas bonnes. Je vois plein de réflexions qu'il a qui sont très réactionnaires. Mais je le laisse faire. Je le laisse faire. Parce que je sais que même s'il se plante, c'est pas ça qui va le tuer. C'est pas ça qui va le détruire psychologiquement. Mais il va retenir une plus grande leçon s'il se plante par lui-même que si c'est moi qui lui dis à l'avance « Fais attention à ça. » Pourquoi? Il peut se passer plein de choses et à bullshit. Il y a plein de... Je pense que c'est ça le très grand rôle d'un mentor, c'est de connaître la différence entre une erreur qui va t'apprendre quelque chose puis une erreur qui va juste te blesser sans... Tu sais, il y a beaucoup d'erreurs, je pense, qu'on peut faire qui ont besoin d'être faites, mais il y a beaucoup d'erreurs également qui sont pas obligées d'être faites. Mm-hmm. Il y a plusieurs erreurs, comme par exemple ta première entreprise que tu lances. Est-ce que tu as vraiment besoin de te planter? Peut-être. Mais il y a peut-être des choses que cette personne aurait pu te montrer et dire, écoute, ça et ça, t'es pas obligé de te planter là-dessus. Disons que si t'as un caractère élitiste, que t'as un MBA, que t'as un doctorat en ceci, cela, si tu lances ta compagnie et tu te plantes, ça va faire très très mal. Émotionnellement, tu parles. Oh que oui. Ouais, ton ego va faire mal. Toutefois, si tu es un peu plus streetwise ou alors que tu veux prendre un peu plus ton temps à analyser par toi-même les choses, regarde, plante-toi. Il y a une dizaine d'années, j'ai ouvert un café, ça s'est complètement planté. Meilleure leçon de ma vie. Enfin, une des meilleures leçons de ma vie. Ouais. Et le eye-opener, il fallait que je me plante. Ouais. J'ai perdu des amis, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps, mais je me suis relevé de ça. Je suis retourné à l'école, je me suis fait des nouveaux amis, je me suis refait de l'argent. Le temps, il est perdu, mais quelle expérience. Puis c'est ça, je pense, l'important. Je trouve ça cool qu'on, juste avant le podcast, on voulait en faire un autre, puis on n'avait pas vraiment d'idée. C'est très définitif comme aspect de la vie d'avoir quelqu'un qui est là pour simplement être là. Puis en passant, j'avais les cheveux longs à 14 ans. Ça te fait chier, ça? Non, moi aussi, j'avais les cheveux longs. Ah ouais? J'avais les cheveux en bas des épaules, mon gars. Ah, pareil. Ouais. Pareil, moi, à la Kurt Cobain. Tu tout gras, tout dégueulasse. Tu vois, ça, c'est un aspect que j'ai pas touché. Toi, tu parlais que t'étais plus... voyons, comment tu t'appelais ça? Grunge. T'étais grunge. Moi, j'étais rapper. J'avais les culottes aux genoux, mon Ouais. gars. J'avais les culottes, je devais être un 28 pouces de taille, puis j'avais les culottes le fond de culotte aux genoux, j'écoutais du Tupac, là. J'étais cool en crise, là, d'un gars qui habite à Gatineau puis qui se pense gangster, là. À G-Town. Ah, man! Hey, j'habite à Gatineau. Il y a quelqu'un cette semaine qui a... Justement, un de ses amis-là que je connais depuis que j'ai 14 ans, il a posté sur Facebook une photo d'une Red Bull. Pas d'une Red Bull, d'une fucking Christ, d'une Bull Max. Tu sais quoi, une Bull Max? Non. C'était quelque chose qui se vendait en Amérique du Nord, là. C'est littéralement 1,18 litres de bière. Oh, okay. Qui valait 3 piastres et demi au dépanneur. Hey, on se trouvait quelqu'un qui est en haut de 18 ans pour nous en acheter, là, puis tu buvais une de ça ou deux, là, t'étais malade, c'est sûr que ça allait pas bien se passer. Mais je trouve ça
Je pense que c'est un bon segment pour voir un petit peu le meilleur de ça. Là, tu sais, je regarde certaines de ces personnes-là parce que je les ai encore sur Facebook, comme je disais tantôt, puis je regarde où je suis rendu aujourd'hui. Toutes ces expériences passées-là me font que je ne fit pas avec les gens avec qui je travaille aujourd'hui. Mm-hmm. Puis je fit plus avec les gens avec qui j'ai grandi. Mm-hmm. C'est vraiment intéressant. J'ai longuement pensé à ça, comment je suis supposé d'interagir dans cette situation-là. J'ai tout le temps, après avoir passé au travers de ce que j'ai passé en étant jeune, puis d'avoir eu aucune conséquence légale, ça m'a jamais empêché de rien faire. Je me suis rebâti dans ma vingtaine, mais c'est comique comment cet aspect-là de toi, en étant jeune, tu s'en vas jamais. J'y pense à ce jour. Ben, c'est ce qui te définit. C'est les fondements de toi-même. Et je sais plus où est-ce que j'ai vu ça ou lu ça. La notion même de nostalgie est définie par cette période de ta vie. On n'est pas nostalgique par quelque chose. On n'est pas fondamentalement nostalgique par quelque chose qu'on a vécu à 35 ans, ou à 40 ans, ou à 60 ans. On est toujours nostalgique. Ce qui définit générationnellement la nostalgie, c'est quelque chose, des événements qui ont fondé notre personne entre l'âge de 15 et 25 ans. Ouais. C'est quand même intéressant que j'y pense jamais d'une façon avec regret. Je le regarde plus d'une façon aïe aïe que j'ai été chanceux. Les niaiseries que j'ai faites puis que j'ai continué à faire, puis j'ai été chanceux que ça n'a eu aucun impact. Puis j'ai tellement d'amis qui ont fait les mêmes niaiseries que moi, mais qui ont malheureusement fait de la prison, qui ont fait... Ouais, que malheureusement, ils ont fait des niaiseries qui ont laissé des marques sur leur vie future. J'ai pas eu j'ai pas eu cette malchance-là. Mais j'ai tout le temps eu un petit peu un problème à réconcilier le tout. Ça fait... Je me vois encore, j'ai beaucoup d'aspects que j'avais déjà à cet âge-là. Mais en même temps, je regarde ce que j'étais à cet âge-là, puis je suis pas cette personne-là du tout. J'ai de la misère à réconcilier. À ce jour, j'ai un petit peu de misère à comprendre l'interaction de cette personne-là que j'étais à cet âge-là. Puis je regarde des commentaires que je vois sur Facebook des personnes avec qui je me tenais dans ce temps-là, qui n'ont pas vraiment, comme tu as dit tantôt, qui n'ont pas vraiment évolué. Puis je dis pas ça d'une mauvaise façon, c'est juste que... Disons qu'ils ont fait évoluer leur personne de cette période-là. Ouais, mais j'ai l'impression que plusieurs de ces personnes-là ont quasiment resté les... je vais donner un exemple. J'ai quelqu'un qui m'a approché récemment avec qui je fréquentais je fréquentais dans le fait que je me tenais avec cette personne-là. Je me tenais avec son plus vieux frère. C'est dans le temps qu'on faisait beaucoup de drogue. Ça la donne que ce gars-là est schizophrène. Il a beaucoup de problèmes de personnalité. Puis je dis pas que c'est la drogue qu'on faisait qui l'a causé, mais ça l'a exposé. Puis son petit frère, qui était toujours alentour, mais c'était pas nécessairement avec lui qu'on se tenait, est rendu la personne qui s'occupe de son plus vieux frère. C'est assez intéressant que le plus jeune frère je pense qu'il a écouté un podcast où il a vu une vidéo qu'on a publiée, puis il m'a contacté, il m'a messagé. Hey, puis c'est quelqu'un, là, je me tenais pas avec lui, je sais c'est qui, mais il m'a texté, puis on a commencé à parler de ça. Ouais, il est super cool, mais une des affaires, les premières choses qu'il m'a dit, il dit tu sais, tu te rappelles de mon frère, ben il est schizophrène, c'est puis ça, puis ça me fait réaliser que toutes les niaiseries que j'ai faites,
je poussais la donne, comme je niaisais avec quelque chose. Parce qu'on va pas se mentir que quand tu trouves des problèmes de comportement, des problèmes psychologiques dans ta famille, chance sont que ça peut être héréditaire. Il y a beaucoup de problèmes psychologiques qui peuvent être héréditaires. Je dis pas qu'ils le sont, mais ils peuvent avoir un très gros impact. Mais lui, en étant très jeune, le fait que son frère en avait l'a fait réaliser que ça pouvait être une chose avec laquelle il allait faire affaire en étant plus vieux. Fait que ça y a donné des réalisations quand il était très jeune. C'est ça qui est incroyable, hein, d'avoir quelqu'un dans ta vie, que ça soit calculé ou pas. Mais comment est-ce que ce jeune-là, dans les âges similaires à la mienne, a réalisé ces choses-là sans avoir quelqu'un qui a montré? C'est extraordinaire, là. Est-ce que tu penses que tu aurais agi différemment si tu avais eu 14 ans aujourd'hui? Tu sais, je pense que toute ma vie, j'ai été... T'as utilisé, dans un autre podcast qu'on a fait, t'as utilisé l'expression contre-culture. Même à cet âge-là, j'étais contre-culture, mais je le sais. Aujourd'hui, je suis considéré contre-culture parce que malheureusement, mon opinion est pas considérée mainstream. Mais dans ce temps-là, peut-être que j'étais contre-culture parce que je voulais juste être différent. Les raisons étaient complètement différentes. C'était pas réfléchi. Je sais pas. C'est une très bonne question. Au fond, j'y pense. Je pense pas que je peux répondre à ta question en ce moment, à savoir comment je serais aujourd'hui. Est-ce que je serais comme les jeunes de 14 ans aujourd'hui si j'avais vécu aujourd'hui? Ah, calisse que j'espère pas. C'est un monde complètement différent. Ouais, il y avait... comme je disais tantôt, je me suis fait... je pense que c'était tantôt en tout cas, là, mais je me suis fait bullier beaucoup quand j'étais plus jeune. Mais dans ce temps-là, c'était encore correct de se battre. Tu sais, quand j'étais jeune, c'était encore correct pour deux jeunes de 12 ans de se tirailler. Puis, tu sais, aujourd'hui, un jour, je vais peut-être avoir des enfants, peut-être j'en aurai pas, je sais pas, mais est-ce que je vois pas une problématique avec deux personnes qui se battent? Moi, personnellement, à ce jour, je vois pas de problème avec ça. Tu sais, la plupart du monde ne réalise pas ça au Canada, puis surtout au Québec, mais c'est pas illégal de te battre. Tu as le droit de te battre. Toi puis moi, on pourrait dire que les deux, on est d'accord, on va se battre. Tu remarqueras que quand tu te fais arrêter pour t'être battu, ça n'a jamais rapport avec le combat. Ça a rapport avec tu déranges la paix. It's disturbing the peace, qu'on dit en anglais. C'est littéralement que tu causes du trouble avec les gens qui sont là. Fait que toi puis moi, on se bat où il n'y a pas personne. Puis le temps que quasiment comme on appelle en jiu-jitsu, tu tapes out, ou t'arrêtes, t'en as eu assez, puis t'arrêtes là, il n'y a rien d'illégal là-dedans. T'as deux personnes consentantes qui ont décidé de se battre. Puis ça, malheureusement, je pense que ça manque aujourd'hui. Je pense que si je regarde à ce que j'étais quand j'étais jeune, j'en ai mangé une coupe de volée, là, puis je vais te dire, ça a vraiment changé de la façon que je suis aujourd'hui. Le fait de savoir que tu as des conséquences à tes actions change beaucoup. Fait que j'espère que je serais pas comme les jeunes d'aujourd'hui, que j'aurais la conscience d'esprit de savoir qu'il faut quand même faire attention à ce que tu dis. Puis à tes actions. Ouais, c'est vrai. J'espère, je veux croire. Maintenant, à y repenser, là, que tu dis ça, j'ai mangé quelques volées aussi. Certaines, c'était mérité. À t'en regarder, j'ai envie de t'en crisser. Clairement, fait que parce que je savais être baveux. Ah, puis ça n'a pas trop changé, ça. Puis je savais être baveux, puis t'avais beau faire une tête de plus que moi, puis 40 livres de plus. Non, ça me dérangeait pas. Mais j'ai dû aussi en mettre quelques volées. À ma manière. Ouais. Comme je t'ai dit, j'ai vécu en Allemagne. Les enfants entre eux sont cruels. Quand on dit que des gens
blancs ne peuvent pas être victimes de racisme, ben, je peux te dire que je suis l'exception, si c'est vrai. Un petit Français qui débarque dans une école allemande, tu te fais traiter de tous les noms. Tu te fais pousser, traîner dans la mare, tu te fais battre. Ben là, j'étais tout seul. Là, fallait que je me défende. Mais je pense que c'est correct aussi. Hein? Et de m'être défendu, ça a mis une certaine notoriété sur ma tête. Mm-hmm. Et la personne qui me bulliait est devenue mon ami par la suite. C'est intéressant que tu dises ça parce que je réfléchis à ça aujourd'hui, puis c'est ce qui... Je l'ai dit sur tellement de podcasts, puis que ce soit en français ou en anglais, puis ça faisait pas partie de la Pléiade, puis j'aime ça l'expliquer dans un fait que ce que j'ai appris dans les arts martiaux est vraiment ma structure osseuse. Ce que je suis, ma fondation, qui sont mes os, ont été définis par ce que j'ai appris dans les arts martiaux. Ça, à ce jour, j'adore utiliser l'exemple de... Tu sais, on va avoir, comme tu le sais, là, on travaille en vente, on a des situations où il faut présenter quelque chose à des clients. Il y a tellement de monde que je connais dans mon emploi qui sont nerveux, qui se sentent jamais assez préparés, qui ont tout le temps peur à l'intérieur. Puis je me rappelle tout le temps de la même chose. J'ai décidé de me battre contre des personnes qui s'entraînaient autant que moi puis que leur but était de me casser à mon mâchoire. Tu penses que d'aller présenter une solution technique à des gens qui portent un habit m'intimide? Surtout maintenant qu'ils sont derrière un écran. Mais tu m'aurais dit ça à 14 ans, j'étais très intimidé par ça, par exemple. Bien sûr, puis même moi, quand je dois le faire, j'ai toujours une certaine appréhension. Sauf que, justement, le n'aie pas peur, je l'ai intégré. Et maintenant, c'est comme, fuck it, just do it. Just do it. T'es pas le meilleur au monde là-dedans, c'est pas grave. Pendant ton 15 minutes de présentation, là, you have to be. Peu importe ce que tu fais, là, fais le meilleur. Pas juste do your best. Non. Sois excellent. Parce que si tu fais juste ton meilleur, tu fais le meilleur de tes capacités. Mais si tes capacités sont à chier, ça veut dire que t'es à chier. T'es à chier. Mais le petit Bobby, il a fait son meilleur. Ouais, mais Bobby, il est à chier. Ouais. Non, faut apprendre à Bobby. Voilà, tes capacités, c'est ça. Le meilleur de tes capacités, c'est ça. Tu veux atteindre l'excellence? Regarde où est ma main, là. Ouais. Là. Exact. C'est la raison exacte pourquoi je veux être capable de me libérer d'un 9 à 5 et d'être capable de passer le plus de temps possible à enseigner des jeunes à ne pas s'en faire avec ces questions-là. C'est simple, c'est littéralement mon but de vie et d'être capable d'être la personne que j'aurais aimé avoir quand j'avais 14 ans. Sounds good. Ça fait 1 heure, mon gars. Merveilleux. Dis ce que t'as à dire. Ta-ta.